Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur Médien TV. Bienvenue à cette émission spéciale. Ce vendredi 28 juin, le Maroc confirme son ouverture maritime sur le monde avec un nouveau port. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, représentant Sa Majesté le roi Mohamed VI, inaugure en ce jour le port Tangémé II au nord du royaume, comme on peut le voir dans ces images qui déroulent sur l'écran à côté de moi. Troisième phase de développement du complexe portuaire Tangémed, troisième, après celle de Tangémed 1, opérationnelle depuis 2007, et celle du port passager et roulier, actif, lui, depuis 2010. Ce nouveau port, à l'image de son aîné, bénéficie d'un positionnement hautement stratégique, puisque sans déviation pour les navires transitant par le détroit de Gibraltar. Pour ce qui est de son volume, la capacité de Tangémed 2 est plus importante que celle de Tangémed 1, soit 6 millions de conteneurs de 20 et de 40 pieds. Ce qui devra ainsi, bien sûr, porter la capacité globale du complexe Tangémed à plus de 9 millions de conteneurs. Une prouesse qui hissera ce géant portuaire à la pole position dans le pourtour méditerranéen. Le port, bien sûr, Tangémed 1 étant d'ores et déjà premier de son continent. Pour commenter le lancement officiel des opérations à Tangémed 2, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Médien TV Amine Laridi, vice-président de la SMEX et président de la Commission nationale du capital et économie immatérielle. Amine Laridi, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous nos téléspectateurs et félicitations à nous tous marocains en ce jour mémorable de l'histoire maritime de notre pays. Absolument, c'est un jour mémorable et on saura pourquoi dans quelques instants. Également sur le plateau pour commenter donc le lancement officiel de Tangémed, j'ai le plaisir de recevoir le professeur universitaire et directeur de l'AMSO, laboratoire d'analyse marketing et stratégique des organisations. Karim Gassimi, bonjour et bienvenue à vous aussi. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait la deuxième fois que je passe ici et c'est un grand jour pour nous Marocains pour cette fierté pour l'inauguration de Tangémed 2. De Tangémed 2 et nous allons juste rappeler à nos téléspectateurs que Tangémed 2 correspond à un investissement public de l'ordre de 14 milliards de dirhams en infrastructure. On en sait un peu plus en chiffres bien évidemment dans cet encadré préparé par Zine Msali. Le port Tangémed, c'est la vitrine du secteur portuaire du Maroc. Cette plateforme située dans le nord-ouest du royaume s'est rapidement imposée comme un point incontournable du transport maritime mondial. En seulement 7 ans d'activité, Tangémed a, en plus d'être le premier port africain, se classe 4e sur tout le pourtour méditerranéen. Sur le plan mondial, ce joyau se classe 45e sur 500 plateformes portuaires. Tangémed 1, c'est un port de transbordement connecté à 186 ports de 80 pays. À partir de Tanger, la connectivité est assurée en 10 jours avec les États-Unis, entre 2 à 8 jours avec 22 pays de l'Afrique de l'Ouest, 20 jours pour la Chine et seulement 1 heure avec le sud de l'Espagne. 14 000 navires y font une escale par an. Chaque année, 3,5 millions de conteneurs y transitent, soit un tonnage de 52 millions de tonnes. En plus d'être un port de transbordement, Tangémed s'est imposé comme le premier port d'import-export du Maroc, avec un volume des échanges qui se situe à 317 milliards de dirhams par an. Aujourd'hui, pas moins de 1600 hectares de zones industrielles sont opérationnelles au sein de cette gigantesque plateforme dans laquelle opèrent 900 entreprises qui créent 70 000 emplois directs. Avec son extension, Tangémed va encore renforcer ses capacités et ses performances. Tangémed 2, qui va entrer en action, est équipé de 2800 mètres de quai, 150 hectares de surface de stockage pour les conteneurs. La capacité totale du port sera désormais portée à 9 millions de conteneurs, dont 3 millions à Tangémed 1. Cette capacité augmentée haussera le volume du tonnage manutentionné à 120 millions par an, ce qui en fera tout simplement le premier port en Méditerranée et le 20e mondial. Par ailleurs, il faut noter qu'un investissement de 900 millions d'euros a été consenti par l'opérateur portuaire APM Maersk, qui permettra au port marocain de se doter des dernières technologies en équipement de manutention et d'accoster les plus grands navires conteneurs au monde.
Voilà donc pour cet encadré en ce qui concerne le port Tanger-Med 2 et plus globalement le complexe portuaire Tanger-Med. Messieurs, outre la position géographique, stratégique, bien évidemment, quels sont les atouts de ce complexe portuaire? Tout d'abord, Hamid Laridi. Avec plaisir, et comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, il s'agit du fruit en fait d'une haute vision, de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qu'on a vu se concrétiser de manière opérationnelle en 2007 avec l'ouverture déjà de Tanger-Med 1, et aujourd'hui, grâce à cette visite officielle qui est effectuée par Son Altesse Royale le Prince héritier, on est en train de passer de 3,5 millions à 9 millions. Absolument. C'est impressionnant. On est aujourd'hui officiellement le premier port de la Méditerranée, et là, il s'agit encore de rappeler qu'on a eu l'intelligence, on n'est pas en compétition avec aucun port, on est en complémentarité avec tous les ports de la Méditerranée, et on se positionne essentiellement comme un portail de l'Afrique. Historiquement, l'histoire du maritime est très intéressante. Elle est parallèle à l'histoire mondiale. Tous les pays en fait qui ont reçu et qui ont su développer en fait de grands ports, ils ont su en fait se positionner sur l'échiquier en fait mondial, aussi bien stratégique qu'économique. Et ça va de soi en fait par rapport à notre port. Il suffit de voir depuis 2007 toutes les industries qui se sont inscrites, qui ont investi dans son sillage, aussi bien l'automobile avec l'usine de Renault qui ne cesse en fait de battre des records, aussi bien en fait dans d'autres industries telles que le textile et même en fait un géant tel que Siemens qui a décidé en fait de produire ses windblades, en fait ces éoliennes ici au Royaume du Maroc. Alors imaginez tout l'impact exponentiel qui va s'en suivre avec justement cette nouvelle ouverture. Il faut voir au-delà du port qui est déjà en fait une prouesse. Je vous emprunte votre expression de 1,4 en fait milliards de dollars ou là de 1,5 en fait milliards de dollars d'investissement qui compte aujourd'hui 2 terminaux avec des quais très modernes pouvant recevoir en même temps jusqu'à 7 mother vessels. C'est l'expression en fait qu'on utilise dans le jargon parce que pour nos téléspectateurs, pour banaliser un tout petit peu, il faut un peu voir justement ces routes maritimes comme des autoroutes, comme des chemins de fer, d'accord, connectant en fait de l'Asie, en passant par Tanger-Med jusqu'à l'Europe et jusqu'en Afrique et par la suite en fait jusqu'au continent américain. On reçoit en fait les plus grands bateaux aujourd'hui. On a un tirant d'eau de 18 mètres, alors que les bateaux les plus développés aujourd'hui, c'est-à-dire la classe en fait MA Maersk pour Maersk ou la classe Marco Polo par rapport à CMA CGM, elles n'ont besoin que de 16 mètres de tirant d'eau. C'est-à-dire on est même inscrit dans le futur par rapport à cela, sans avoir besoin de feeder. C'est un avantage énorme pour l'économie marocaine destinée à l'export. C'est aussi un avantage de jouer un rôle de hub commercial par rapport à toute la région. Nous allons revenir à l'impact économique, bien sûr, de ce lancement de Tanger-Med qui, vous l'avez dit, presque triple, n'est-ce pas, le volume et la capacité de ce complexe portuaire qui est Tanger-Med. Alors encore une fois, outre cette position géographique, quels sont les autres atouts avant de parler justement de l'impact économique d'une telle prouesse, hein, n'est-ce pas, Alors c'est simple. L'atout pour moi majoritaire, c'est de valoriser l'attractivité du Maroc au niveau international. Si je prends le plan d'accélération industrielle qui est pour nous, on va dire, un plan structurant pour notre économie, la partie infrastructure de base, en l'occurrence le port Tanger-Med 1 et Tanger-Med 2, ce sont des leviers de compétitivité et aussi des leviers d'attractivité au niveau international. Donc, comme vous l'avez si bien dit au niveau de l'encadré, la connectivité au niveau mondial, il est très élevé maintenant aujourd'hui. Donc, ce qui fait que pour nous, Marocains, en termes d'économie, ça va avoir un impact qui est grandement positif et sûrement au niveau social aussi pour la ville de Tanger, pour redorer le blason de ville internationale dans le temps. Absolument. C'était une ville internationale parce que effectivement il y avait de tous bords des gens qui venaient, etc. Et là on voit aussi une vision qui est stratégique de Sa Majesté pour pouvoir asseoir cette notoriété au niveau attractivité. Maintenant le rôle, et on va en parler j'espère, il y a pas uniquement Tanger-Med qui doit être fait, il y a tout un écosystème derrière qui doit suivre en termes de formation, en termes d'écosystème, etc., qui va augmenter certainement l'attractivité au niveau international. Un écosystème déjà existant, puisqu'il y a des zones franches autour de Tanger-Med 1 déjà existant, qui fait non seulement donc travailler des gens et qui crée des milliers d'emplois directs au sein même du complexe portuaire et des dizaines de milliers d'emplois, messieurs, sur les centaines d'entreprises que comptent les différentes zones franches, n'est-ce pas, qui opèrent grâce et avec ce complexe portuaire. Puisque vous parlez de compétitivité, parlons justement de compétitivité du produit marocain. Bien sûr, l'export va en profiter. Je vais revenir d'ailleurs à ce
à ce message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Forum économique mondial pour la région MENA. C'était le 26 octobre 2010. Je le paraphrase. Nous avons ainsi lancé et mis en œuvre des projets structurants dont on citera en particulier le grand complexe portuaire Tanger-Med, et ce afin de donner une forte impulsion à nos potentialités logistiques et d'accroître nos capacités en matière de compétitivité. Fin de citation. Hamid Laridi, il est clair qu'aujourd'hui, le Maroc a fait des pas de géant en ce qui concerne la compétitivité du Made in Maroc. Le lancement de Tanger-Med 2, qu'est-ce qui risque de changer? Quels secteurs, finalement, pourront en profiter? Magnifique. Alors, permettez-moi de vous répondre de manière structurée, un peu à l'image d'un entonnoir qui est inversé. Donc, plus on augmente et plus on va créer de la valeur. À quoi aspire-t-on? On est en ce moment en train de revoir le modèle économique marocain pour créer un modèle où la prospérité et la paix sont durables, un modèle qui est fait par les Marocains et pour l'intérêt de tous les Marocains. Donc, il y a un volet formation dont a parlé en fait le professeur tout de suite. Il y a aussi en fait un volet entrepreneuriat qui est très important. Et ici, il y a les grands groupes à consolider marocains et les investissements étrangers, mais il ne faut surtout pas oublier la TPE et la PME, qu'elles soient rurales ou qu'elles soient citadines. Alors, c'est dans cette logique-là que j'ai envie en fait de m'inscrire. Le port dès demain, c'est-à-dire il est opérationnel, d'accord? Donc, quel impact ça aura? Et puis, on va parler le moyen et le long terme avec votre permission. Très bien. Dans l'immédiat, on est connecté à 70 pays, 5 continents, 186 ports. 186 ports. 186 ports. Et je parle uniquement de Tanger-Med 1. Absolument. Donc, fermons les yeux et voyons le potentiel avec Tanger-Med 2, avec ces deux terminaux, le TC3 et le TC4. Oui. Imaginons le potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, en fait, dans l'excellent reportage, on parlait de cette connexion de 10 jours. Je viens de revenir d'une mission officielle à Washington où j'ai mené justement une délégation économique. Quand on a dit aux gens que Charleston, parce que c'est le port de Charleston qui est connecté directement à Tanger-Med, c'est 10 jours, tout d'un coup, il y a les yeux qui ont commencé à briller. Les gens étaient intéressés déjà d'importer du Made in Morocco, d'importer des produits de la région, c'est-à-dire méditerranée, mais aussi des produits africains, via le port de Tanger-Med. Donc, on se transforme en un hub de sourcing. Et là, il faut mettre l'accent sur l'importance de ramener davantage de centrales d'achat mondiales ici. Et la logistique aussi. Et la logistique pour la distribution. Pour la distribution. Donnons des exemples qui sont concrets. Aujourd'hui, autour en fait, du port de Tanger-Med, je ne parle même pas encore du potentiel. Je parle du concret aujourd'hui. Il y a par exemple un grand producteur textilien, je tairai la marque parce que c'est une marque qui est commerciale, d'accord, mondiale, qui a investi il y a de cela quelques années et qui utilise le port de Tanger-Med comme un hub de distribution. L'impact est incroyable. Imaginons que jusqu'à l'est, on distribue jusqu'en Turquie, y compris en fait toute la Méditerranée. À l'ouest, on part jusqu'au Brésil à partir de la zone logistique qui est basée à Tanger-Med, d'accord, qui est une zone franche logistique, et au nord jusqu'à la Scandinavie et à Saint-Pétersbourg en Russie, et au sud jusqu'au Nigeria. Tout ce rayon qui est servi aujourd'hui de manière concrète. Et derrière cela, c'est de l'emploi marocain, parce qu'on reçoit en fait les conteneurs qui viennent de Singapour de manière consolidée, d'accord? Ils n'ont que deux hubs dans le monde. Un hub de consolidation qui est à Singapour et un deuxième hub de distribution qui est ici. Donc le packaging, la sélection, le contrôle qualité, la distribution se font ici au Royaume du Maroc. Donc derrière ces gens-là, demain en fait, ils ont déjà une centrale de distribution. Donc rien ne n'empêche et ça facilitera la tâche pour une centrale d'achat aussi qui pourrait s'établir ici. Alors si le textile en fait, qui est justement l'une des industries les plus compétitives, parce que les marges sont très faibles, a fait ce choix, vous pouvez imaginer en fait l'impact par rapport à l'industrie agroalimentaire, l'industrie en fait aéronautique pour les pièces détachées. L'automobile étant déjà lancée et déjà démarrée. C'est une success story dont on est tous fiers. Et il y a eu l'inauguration royale en fait il y a de cela quelques jours justement du nouveau complexe en fait de Kenitra. Et là ce n'est pas uniquement c'est des moteurs, c'est de l'ingénierie, c'est du savoir-faire qui va être exporté. Donc on en est tous fiers. Mais maintenant c'est d'autres éléments qu'on ne produit pas ici au Maroc qu'on va commencer aussi à distribuer. Donc même dans la mentalité en fait je dirais méta-mentalité de commerce international, on ne parlera pas uniquement en fait d'import et d'export. On parlera d'opérations de réexport, de trading, de commerce international, ce qui favorisera le rôle du Maroc en tant que hub financier, en tant que hub cognitif par rapport à tout le marché qui est le marché en fait africain et méditerranéen. Il y a clairement aujourd'hui un changement de paradigme dans le commerce international, professeur Gasmi. Aujourd'hui, la Chine change aussi de politique, non seulement industrielle, mais aussi commerciale. Quel rôle peut jouer le Maroc? Je ne parle pas de compétition avec le géant chinois, mais dans cette chaîne de valeur mondiale, comme l'a commencé Hamid Laridi, quel rôle peut jouer le Maroc justement dans cette chaîne de valeur mondiale de production, de distribution et aussi d'export? Bien, excellent. Avant Tanger-Med 2, il y avait à peu près 25%, si mes statistiques sont bonnes, 25 à 30% des flux
en termes au niveau de la Méditerranée qui sont captés par Tangemed. J'imagine qu'avec Tangemed 2, il y a un fort potentiel pour accroître ce chiffre. Très important. Maintenant, si on veut se positionner vis-à-vis de la Chine, on va se positionner comme étant un hub. Très certainement comme étant un hub. Mais maintenant, il faudrait qu'on change nos façons de faire en termes de business model. En termes de business model. Ça veut dire, comme a dit Cédric tout à l'heure, et on a déjà parlé avant, il faudrait que nos PME et nos TPE et nos entreprises en général puissent changer de business model, qu'ils ont un business model qui est innovant dans tous les secteurs d'activité. Si je prends par exemple le textile, pas besoin d'avoir des coûts de logistique qui sont très importants. On peut vendre sur place. On peut faire des choses et un business model pour vendre sur place. Pas la peine d'avoir une chaîne logistique qui va accroître un coût élevé, y compris dans les autres secteurs d'activité. Si je prends par exemple le secteur de l'agroalimentaire, agro-industrie, pareil, etc. Donc il faudrait quand le port Tangemed 2, TC3 et TC4, c'est un potentiel et une opportunité en même temps pour que nos entreprises, à nous, en interne, puissent changer de façon de faire. Très bien. Très important, ça. C'est-à-dire, là, vous parlez du secteur privé, notamment les PME, TPE, que citait justement Amine Laridi tout à l'heure. Et cet écosystème, finalement, cet écosystème à mettre en place, peut-être à adapter aussi, parce qu'il est déjà mis en place, peut-être à adapter avec l'arrivée de ce géant qui fait quand même, rappelons-le, dont le volume, la capacité globale est le double de son aîné Tangemed 1. 9. C'est-à-dire 6 millions, Tangemed 1, 3 millions, ça fait 9 millions, de manière globale. Alors, comment mettre justement en place cet écosystème, messieurs ? Allez. On réfléchit ensemble. On serre tous le même drapeau et on réfléchit ensemble. En fait, en vous écoutant, cher Sidi Karim, et en écoutant Lalla Khadija, je visualise. Je suis un homme de stratégie, donc on a l'habitude de visualiser en fait des tableaux. Alors, je visualise un port déjà, c'est-à-dire une infrastructure qui est là, qui est vivante, et puis je commence en fait à monter en hiérarchie. Alors, dans l'immédiat, et là on est en train de parler à un public où il y a aussi des gens des étudiants, il y a aussi en fait des gens qui peuvent être des entrepreneurs demain ou qui le sont déjà. Donc, il faut partager avec eux, pourquoi pas en fait des opportunités qu'ils peuvent saisir. Absolument. Un port, il a besoin en fait d'être vivant. C'est un écosystème. Il est vivant. C'est comme une plante. Il a en fait un environnement qui est autour de lui. On imagine un bateau qui rentre. Alors, un bateau qui rentre, c'est déjà en fait, il a besoin de réparation de temps à autre. Il a besoin en fait d'assurance. Il a besoin de l'alimentation, donc du catering en fait pour son personnel. Il a besoin de faire le plein en bunker, etc. Et ça, c'est des activités d'export. C'est des activités d'export. On a en fait beaucoup de hubs qui sont dans la région. Et je rappelle encore une fois, on est en compétition par rapport à aucun hub parce qu'il y a une croissance justement en fait des volumes qui passent par la région, par le détroit de Gibraltar, qui à lui seul capte 20% des volumes mondiaux. Donc on n'est pas en compétition, on est en train de répondre en fait à un besoin justement de l'industrie maritime et du commerce international mondial. Donc il faut investir dans ces secteurs-là. Et partout dans le monde, c'est des PME et des TPE qui investissent dans ça. Exactement. D'accord ? Parce que les chantiers n'avancent. Si vous deviez par exemple nous donner un exemple, vous avez parlé d'assurance, vous avez parlé... est-ce que ces entreprises-là n'existent-elles pas déjà dans ce qui existe, enfin en tout cas sur le port Tangemed 1 ? Bien. Le service, en fait, le service, voilà. Il y a beaucoup de services dedans. Le service, il est à développer. C'est un peu comme une station d'essence. D'accord ? Vous allez choisir une station par rapport à une autre, par rapport à la qualité, n'est-ce pas ? Là, la qualité en fait du port de Tangemed 1 n'est plus à démontrer. On a fait des records en termes en fait de réception parce qu'un armateur, un propriétaire de bateau, il n'a pas envie que son bateau il reste beaucoup de temps. C'est du heavy asset, c'est de l'investissement, absolument. Le temps, c'est de l'argent. Donc là, on a battu des records mondiaux. Donc on n'a plus rien à démontrer par rapport à ça. Il y a en fait des records mondiaux et c'est des ressources humaines marocaines. Donc c'est un transfert de savoir et de compétences et on peut en être fier et c'est très important. Maintenant, autour de tout cela, le métier, il est nouveau. D'accord ? Il faut dire qu'on n'a plus ou presque de pavillon marocain. D'accord ? Donc, on n'a plus cette habitude de servir. Donc, les métiers de consignation, les rapports avec les grandes boîtes maritimes, ils sont à rétablir. Ça ne veut pas dire que le savoir-faire, il est mort. Il faut juste le reclusteriser autour, en fait, d'un business model qui est vivant. Et là, partout dans le monde, n'importe quel grand port mondial, d'accord, où vous allez, vous trouverez que c'est des entreprises qui font la réparation. Parce qu'il n'y a pas que les mother vessels, il y a aussi les feeders, les petits bateaux connecteurs. Et si on a, bien sûr, c'est une industrie incroyable, c'est un potentiel qui est énorme et qui pourrait d'ailleurs faire revenir, en fait, le pavillon marocain. Parce qu'on peut connecter Tangemed à toute l'Afrique de l'Ouest en descendant jusqu'en Angola, d'accord ? Et faire une rotation maritime. Vous imaginez l'impact ?
C'est énorme. Et en même temps, en fait, connecter ces grandes entreprises, souvent les entreprises maritimes, elles aiment outsourcer, sous-traiter en fait tout ce qui est partie feeder. Donc, ils vous donnent même le lease en fait d'anciens bateaux qui sont de petite taille, d'accord, par rapport aux grandes tailles. Juste pour rappel, c'est 14 000 EVP aujourd'hui que font les Marco Polo et les Emma Maersk, etc., avec des records qui arrivent jusqu'à 15 000 mètres. C'est énorme. Et les petits bateaux et les bateaux de taille moyenne qui sont plus adaptés par rapport à certains ports africains, même si certains ports africains n'ont rien à envier à des ports mondiaux, d'accord, mais certains ports ne peuvent pas recevoir les grands bateaux. Et là, c'est une économie qu'on peut développer entre nous. C'est aussi, vous parliez tout à l'heure d'assurance, c'est aussi réparation, c'est le catering. Catherine, mon Dieu, il n'y a pas besoin d'être une très grande structure, d'accord. Et il faut juste en fait aller chercher le contrat et on fait ça dans du sur-mesure par rapport aux besoins et au carnet en fait de charges. Donc c'est tout un tissu qu'on peut développer basé sur le portuaire essentiellement. Sur le portuaire essentiellement, et ces images que nous sommes en train de suivre en direct sur Média TV, le lancement donc officiel par son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, représentant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de ce port Tangemed 2 d'un volume de 6 millions de conteneurs qui s'ajoutent aux 3 millions existants à Tangemed 1, et donc il porte la capacité globale de ce complexe portuaire Tangemed à 9 millions de conteneurs, le positionnant en tant que leader dans le pourtour méditerranéen. On en sait un peu plus dans cet entretien réalisé par le directeur Afrique de Média TV, Eric Niendou, en compagnie de la responsable communication de Tangemed, Meriem Faris. Nous le regardons et nous reviendrons bien sûr à la discussion. Bienvenue donc sur Média TV Afrique. Nous sommes ici donc au port de Tangemed à l'occasion donc du lancement des opérations du port Tangemed 2. Et pour en parler, nous sommes avec la spécialiste de ces questions puisqu'il s'agit de Madame Meriem Fares qui est responsable de la communication de Tangemed. Alors Madame Fares, bonjour et merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci. Alors donc, c'est une grande occasion aujourd'hui. Donc, on va lancer les opérations du port Tangemed 2. Il y a d'abord Tangemed 1, on le voit ici derrière nous en arrière-plan. 12 ans d'activité déjà, je veux dire, avec des performances extraordinaires. On en parlera, ça a été même au-delà des espérances en termes de productivité. Alors aujourd'hui, Tangemed 2 se lance. Alors ma question, tout ça a démarré au départ de quoi? Pourquoi avoir créé ce port ici, sur cette place stratégique en face de Gibraltar? Alors, Tangemed est la concrétisation de la vision de Sa Majesté le Roi, qui a réalisé cette vision, donc a fait qu'aujourd'hui, on a un port sur le détroit de Gibraltar, carrefour des principales routes maritimes, un point névralgique du commerce international, comme d'autres points névralgiques, comme le canal de Suez ou le détroit de Malacca. Et c'est un point justement central pour le commerce maritime et qui fait aujourd'hui que toutes les autres réalisations ont suivi. Comme vous avez dit, ce sont 12 années et ces 12 années ont montré justement la pertinence de cette vision et ce choix juste de cet emplacement stratégique pour s'installer donc au niveau du détroit de Gibraltar. Alors Tangemed, en 12 ans, a réalisé plusieurs performances exceptionnelles. En 2018, par exemple, nous avons traité près de 3,4 millions de conteneurs, un chiffre qui est en 15% supérieur ou en croissance par rapport à notre capacité nominale. Et c'est ce qui prouve qu'il y a un niveau de productivité élevé qui s'est installé et qui a fait aujourd'hui aussi que Tangemed est le premier port de conteneurs en Afrique. Ça pour ce qui est du trafic conteneur. Nous avons aussi d'autres types d'activités que nous traitons à Tangemed. Alors il y a par exemple l'activité véhicule. Nous sommes juste en face du terminal de véhicules Renault. C'est l'essentiel de l'activité ici en termes d'exportation, c'est les véhicules. Du conteneur. Oui. Alors le véhicule, oui. Alors le véhicule, on a deux types d'activités. Il y a l'export, mais il y a aussi du transbordement. Alors on a traité en 2018 près de 480 000 véhicules. Pour ce qui est du trafic pour l'import-export, Tangemed est déjà le premier port au Maroc, la première plateforme marocaine pour l'import-export. Nous avons traité 317 milliards de dirhams de valeur import-export. Donc c'est pour le trafic passager, par exemple, pour terminer sur les chiffres, 2,8 millions de passagers. Aujourd'hui, Tangemed confirme la première porte d'entrée des Marocains du monde. Donc ça, ce sont les chiffres pour Tangemed 1. Voilà. Tangemed 1, comme on a dit, qui arrivait vraiment à un optimum au niveau de la productivité. Et Tangemed 2, ça va ajouter quoi à tout ça? Alors,
le complexe portuaire, dans sa globalité, en fait, c'est 3 composantes. Donc, on a le port Tanger Med 1, il y a le port passager, et le port Tanger Med 2, c'est la 3e composante de ce complexe portuaire. Et ça a été pensé comme ça dès le départ, dès la conception du projet en 2007? Alors, déjà, effectivement, c'est le port Tanger Med 1 a démarré en 2007, le port passager en 2010. Mais la vision était là et il fallait réaliser des choses exceptionnelles qui ont fait qu'aujourd'hui encore on dit que cette vision était pertinente et juste. Et les travaux en fait, du port Tanger Med 2 ont démarré en 2009. Alors que il y avait la crise internationale. Donc on a quand même pris ce risque et on s'est dit oui, il fallait le faire. Une audace payante aujourd'hui. C'est une audace, voilà, c'est une décision audacieuse et aujourd'hui, heureusement, parce que ça le fait que nous avons une première capacité portuaire en Méditerranée avec Tanger Med 2. Pourquoi? Parce qu'on a le port Tanger Med 1 qui a déjà 3 millions de conteneurs en termes de capacité et qu'on a déjà dépassé, comme je vous ai dit, 3,4 l'année dernière. On fait plus que notre capacité et avec Tanger Med 2, on ajoute d'autres capacités supplémentaires et on passe à 9 millions, ce qui fait, comme je l'ai signalé aujourd'hui, Tanger Med est la première capacité portuaire en Méditerranée. Alors, justement, Tanger Med 2 va ajouter du travail, va ajouter de la capacité, comme vous avez dit, à l'ensemble, donc tout l'écosystème Tanger Med. Alors, dites-nous, Tanger Med 2, cette capacité qui va venir en plus, les opérations sont lancées aujourd'hui, mais elle sera opérationnelle, donc elle sera, je veux dire, à son optimum dans combien de temps? Ce sont des capacités qui vont se faire au fur et à mesure. Donc, à terme, effectivement, on va atteindre nos 9 millions. Et même le ranking, le classement de Tanger Med continuera aussi de s'améliorer. Pour l'instant, c'est 45e port mondial. Alors justement, rien qu'avec nos performances actuelles, on est, comme je dis, premier port en Afrique et 45e port à conteneurs sur 500 ports à conteneurs dans le top monde. 50, comme on dit. Voilà, donc déjà là, si on prend sur les 500, on est déjà effectivement 45e. Avec Tanger Med 2 et avec ses capacités additionnelles, et avec la montée de régime, on va dire, on va aller se positionner dans le top 20 mondial. Voilà. Alors revenons sur ceux qui exportaient ici à partir de Tanger Med. Donc d'abord Tanger Med 1, puisque c'est celui qui est opérationnel pour l'instant. Je veux dire, il y a bien sûr, on a dit 317 milliards de flux, c'est-à-dire à la fois l'import-export, 139 milliards de dirhams rien qu'à l'export, et ça représente près de 50%, je pense, de tout l'export du Maroc. C'est bien ça? Tout à fait. Donc on a dit 317 milliards de dirhams de flux import-export, dont pratiquement 139 000 que pour l'export. Aujourd'hui, Tanger Med, c'est le premier port des exportations marocaines dans tous les secteurs confondus et principalement dans l'industrie et l'agroalimentaire. Ce qu'il faut savoir que Tanger Med, ce n'est pas qu'un complexe portuaire, mais il est aussi adossé à une plateforme industrielle qui compte plusieurs zones d'activité, qui opère différents types de métiers. On a de l'automobile, de l'aéronautique, du textile, de l'agroalimentaire. Et tous ces flux donc, sont dirigés vers Tanger Med. Et non pas que, il n'y a pas que seulement ces flux, bien sûr, c'est des flux qui viennent de tout le Maroc. Parce que ce n'est pas qu'un port, c'est un port qui est raccordé avec son arrière-pays. C'est un projet intégré. Il y a des infrastructures d'interconnexion. Aujourd'hui, les exportateurs de Agadir, de la région du Sud, de la région de Casablanca, de Kénitra, vont tous pouvoir donc envoyer leurs marchandises dans des délais qui sont intéressants grâce à l'autoroute et pouvoir, grâce au port Tanger Med passager qui est un pont maritime vers l'Europe, pouvoir... C'est essentiellement l'Europe, la destination des marchandises? Alors les camions, oui, parce que c'est vous savez, ici on est à 14 km, c'est un pont virtuel. Donc il y a l'Espagne en face, un jet de pierre, on pourrait dire. En un jour, on peut être en Espagne, en 24 heures, on peut être au nord de la France. Donc c'est effectivement, pour le camion-tir, c'est plus on va dire, rapide. Après, pour le conteneur, Tanger Med a une connectivité mondiale qui est de 186 ports et 77 pays. Donc aujourd'hui, on est raccordé à 3 jours par conteneur du nord de l'Europe, à 20 jours de la Chine, à 10 jours de l'Amérique. On est aussi connecté à l'Afrique à près de 24 ports et plutôt 40 ports et 24 pays. Donc vous voyez, il y a quand même une connectivité élargie qui est au service de la compétitivité et au service de tous les importateurs et exportateurs. Justement, vous touchez là un point essentiel. Quand on voit la Méditerranée, donc historiquement, de tout temps, ça a toujours été un lieu d'échange de marchandises. On se rappelle la Renaissance italienne, le port de Gênes, les ports espagnols ou alors d'autres ports aussi. Aujourd'hui, justement, le positionnement stratégique de Tanger Med,
l'augmentation de la capacité en conteneurs, comme vous avez dit, pour atteindre 9 millions de conteneurs à moyen terme, avec la mise en service et l'optimum atteint pour Tangemed 2. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui vraiment la plus-value de Tangemed par rapport à ses concurrents, puisqu'il sera bientôt, comme vous l'avez dit, en capacité le premier port de la Méditerranée? Alors, comme je l'ai dit, donc on est sur un détroit, on est sur un point de commerce essentiel parce qu'il y a 0 déviation. Donc tous les bateaux, il y en a à peu près 100 000 qui passent par an sur le détroit, n'ont pas à dévier, on va dire, leur chemin ou leur orientation maritime pour pouvoir s'arrêter à Tangemed. Donc ça, c'est important, c'est un facteur important pour les compagnies maritimes et les logisticiens. Ensuite, on est aussi ce qu'on appelle un hub de transbordement. Donc aujourd'hui, vous allez avoir de la marchandise qui va arriver d'Asie, d'Europe, d'Amérique, qui va être donc installée ou stockée ou transbordée à Tangemed avant d'être redistribuée vers les marchés cibles. Et donc ça, c'est un facteur aussi important quand on est, alors par exemple pour l'Afrique, comme j'ai dit, on a une forte connectivité avec l'Afrique, eh bien c'est intéressant de pouvoir avoir ce hub qui va pouvoir redistribuer rapidement. Et donc forcément, aujourd'hui, les pays africains vont être mieux rapprochés de l'Asie que d'avoir une connexion et on sait l'importance de ça, notamment les Chinois avec leur route de la soie. Tangemed aura aussi un rôle central dedans, sans doute. Exactement. Absolument. Alors parlons de l'Afrique, précisément, on est sur Média TV Afrique également, je le rappelle. Vous l'avez dit, l'Afrique représente à peu près combien? 40% de ce qui est traité ici à Tangemed en termes de destination? Du trafic, du tonnage en conteneurs que nous traitons à Tangemed, donc on est à peu près à 40% de notre trafic qui est destiné à l'Afrique. Non, 40% de notre capacité de traitement de conteneurs est destinée à l'Afrique. Et ça va monter en puissance dans les années suivantes? Bien sûr, absolument. On est en train de développer, ça dépend aussi de la connectivité maritime, on est en train de la développer, les services maritimes et bien sûr, il pourra être appelé à augmenter. Et précisément, donc, quand Tangemed représente ce hub aussi, vous l'avez dit, par rapport à l'Afrique, et il y a aussi ce qu'on pourrait dire, dans le cadre d'une association, je pense qui s'appelle l'association Free Zone, des Free Zones africaines, il y a aussi un partage de connaissances, un partage de savoir-faire, et ça c'est aussi quelque chose qui est en gestation, qui devrait monter en puissance dans les années à venir. Tangemed est un modèle de développement et est un modèle aussi qui peut être une expérience de partage, de bonnes façons de faire, de bonnes pratiques. Effectivement, vous avez parlé de l'association, c'est une association qui existe aujourd'hui, qui compte plusieurs opérateurs des zones d'activité économique africaine, qui a été d'ailleurs initiée par Tangemed. Et comme vous avez dit, c'est l'occasion de pouvoir partager, apprendre et s'informer sur des modèles qui existent aujourd'hui, comme le modèle de Tangemed. Alors pour terminer, parlons bien sûr de toute cette infrastructure. Il y a bien sûr les machines, il y a les grandes grues que l'on voit là, impressionnantes, mais il y a aussi des hommes. Et cela représente près de 75 000 emplois dans tout Tangemed. Et alors ça c'est Tangemed 1, mais quand Tangemed 2 sera opérationnel, ça représentera encore plus. Quelles sont les perspectives? Alors, ce que vous avez parlé d'un bon chiffre, aujourd'hui c'est 75 000 emplois, mais il faut les comprendre. C'est en fait 70 000 emplois industriels, 5 000 portuaires. Donc vous voyez, l'industrie quand même, elle représente un plus grand pourcentage. Forcément, avec l'activité portuaire, il y aura certainement d'autres emplois qui vont être créés avec Tangemed 2, mais aussi l'industrie qui est là et que nous cherchons aussi forcément à accompagner. Ce qui est important, c'est de dire que des grandes marques, sans les citer, font confiance à Tangemed et s'implantent. Il y en a déjà beaucoup qui sont là, des grands noms, si on peut dire, de la logistique portuaire, mais d'autres sont prévus aussi à venir ici. Logistique, portuaire, industrie, effectivement, et ils feront aussi que ce chiffre continuera d'augmenter. Et parmi ces emplois, je veux dire, les compétences, on les trouve sur place? Il y a des formations qui sont mises en place? Bien sûr, il y a des compétences qui sont locales, il y a des accompagnements et des formations par les sociétés ou les opérateurs dont vous avez parlé pour pouvoir aider donc le facteur, la ressource humaine marocaine à pouvoir monter en compétences et en autonomie et pouvoir opérer dans les meilleures conditions de formation. Et voilà, bien sûr. Merci beaucoup Myriam Farès. Je rappelle donc que vous êtes responsable de la communication de Tangemed. Merci de nous avoir fait cet éclairage par rapport à cette véritable success story qu'est Tangemed et bien sûr le lancement des opérations donc aujourd'hui même du port Tangemed 2. Merci. Merci à vous.
Nous sommes donc en direct avec vous sur Médien TV à l'occasion du lancement donc des opérations. On vient de l'entendre de la part d'Eric Nindo qui est sur place, qui est à Tanger Med et qui a donc réalisé cet entretien avec la responsable de communication de Tanger Med, encore une fois à l'occasion du lancement aujourd'hui des opérations de Tanger Med 2 par son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El Hassan, représentant Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Sur les images que l'on suit ici. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit dans la connectivité maritime du royaume et également dans ce positionnement du Made in Maroc, de la compétitivité du produit marocain, mais aussi non seulement pour l'export, nous en parlions tout à l'heure, également sur ce volet de compétences. Mariam Fares, la responsable com de Tanger Med, le disait il y a quelques instants. Finalement, ce n'est pas juste une question d'infrastructure, il est question d'humain avant et après tout. On parle de 5 000, bien sûr, emplois portuaires, 70 000 industriels sur toutes les zones, n'est-ce pas, entourant ce complexe portuaire qui est Tanger Med 1 et Tanger Med 2. Justement, Karim Ghasmi, aujourd'hui, ce volet compétences, il est là. Et d'ailleurs, on parle même de talent provider aujourd'hui, ce complexe de Tanger Med. Le volet formation, qu'en est-il de ce volet-là? Alors, volet formation, vous le dites bien, et aussi la dame au niveau, la responsable communication au niveau de Tanger Med, elle a si bien souligné. Si je prends aujourd'hui notre système de formation universitaire, il y a énormément de formations, on va dire, qui sont sur le volet logistique. Il y a énormément de formations qui sont sur des volets qui sont, on va dire, qui sont soit dans le domaine qui est proche de Tanger Med, ça veut dire le métier, etc. Ce qui nous manque réellement, c'est la vision métier. C'est la vision métier en termes, on va dire, en termes de maritime, en termes de les mots techniques, etc. pour pouvoir, à ce que l'étudiant qui sorte avec soit une licence, soit un master en formation initiale ou en formation continue, être capable de travailler directement sur un marché d'emploi qui va être vraisemblablement très ouvert par rapport à ça. Mais est-ce que ce n'est pas très automatisé, ce marché de l'emploi, justement, qui utilise moins d'humains, finalement? En fait, il y a des choses sur lesquelles l'automatisme va prendre la main sur le volet humain, mais derrière, il y a toujours la touche humaine, derrière, il y a toujours le contrôle humain, derrière, il y a toujours un aspect humain qui est fort et qui est, on va dire, et qui est très présent. Maintenant, Tanger Med, il présente énormément d'opportunités à l'étranger, comme il présente aussi d'autres opportunités en interne par rapport aux universités. Parce que moi, il me semble que chaque université doit travailler sur, pas uniquement les universités à Mexédi qui est au niveau de Tanger, il se peut que toutes les universités travaillent sur des programmes de formation qui sont destinés à alimenter, on ne va pas dire directement en termes d'emploi, ça peut être en termes de stage, ça peut être en termes de compétences. Le plus important, c'est qu'il faut qu'on développe un métier, puisque l'infrastructure est là, il faut qu'on développe un vivier de ressources humaines qui est facilement déployable et qu'on dit à un moment donné, qu'on ne se dit pas qu'on n'a pas les compétences nécessaires pour. Mais moi, je voudrais revenir sur une chose importante par rapport à un autre niveau, à part la formation. C'est l'opportunité que va donner Tanger Med 2 en termes d'emploi. Tanger Med 1, vous l'avez très bien souligné, c'est 70 000 emplois. Industriels. Maintenant, si on extrapole, je suppose qu'au niveau extrapolation, on aura des chiffres qui vont être élevés. Comment est-ce qu'on va alimenter ces emplois? Il faudrait derrière qu'il y ait une masse de production de compétences qui est très élevée, très importante, pour pouvoir combler, si on veut atteindre les 9 millions en termes de capacité, il faudrait qu'il y ait derrière, on va dire, un travail colossal au niveau de la formation. Autre point, excusez-moi, le Maroc avait signé, que ce soit dans le PNEI, plan d'émergence industrielle, ou bien le PAI, énormément d'accords de libre-échange, les ALE. Mais bien avant même, exactement. Est-ce que ça ne serait pas aujourd'hui l'opportunité de pouvoir les revoir? Puisqu'il y a des accords aujourd'hui qui sont mis de côté, faute de ne pas avoir une compétitivité entre les deux pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion de pouvoir revoir
ces accords, parce que ces accords, in fine, ils vont alimenter le flux au niveau de Tangemed. Donc il faudrait voir les opportunités, pas uniquement en termes, on va dire RH, certes c'est pour notre pays, pour notre jeunesse, on va dire pour notre vivier RH en interne, mais aussi par rapport à des accords qui ont été signés et sur lesquels on peut se déployer avec une meilleure compétitivité. Absolument. Amine Laridi, vice-président de la SMAC, il voudra, il acquiesce déjà, et il voudra certainement réagir en tant que porte-parole des exportateurs marocains. Bien sûr, professeur. Un dernier point, c'est, vous savez, ce type de projet, il fait challenger les donneurs d'ordre au niveau international. Et moi, quand je vois un écosystème de voitures, d'automobiles qu'on a ici au Maroc qui est très développé, avec les grands donneurs d'ordre, que je ne vais pas citer le nom, parce que... De toute façon, c'est les mastodontes de l'industrie française automobile. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir un dossier qui est très solide, d'aller négocier avec les Chinois, d'aller négocier avec les Allemands, etc., pour pouvoir challenger les deux grands donneurs d'ordre qu'on a au niveau écosystème. Donc, le pari, il est lancé et le défi, il est lancé. Donc, Tangemed, moi, je le vois comme étant une opportunité à tous les niveaux pour pouvoir développer encore notre compétitivité. Très bien, compétitivité. Et aussi, cette offre et cette proposition du professeur Ghasmi de peut-être à rafraîchir les ALE signés par le Royaume avec différents partenaires commerciaux. Déjà, le fait d'élargir cette capacité portuaire, je voudrais juste rappeler que, n'est-ce pas, 30% et pour l'export, 70% pour le transbordement. C'est intéressant de rappeler cela pour nos téléspectateurs. Comment cela pourrait être en faveur, n'est-ce pas, du produit exportable marocain? Magnifique. Je crée le fil d'Ariane avec ce que vous avez si bien introduit et avec le volet en fait capital immatériel marocain. C'est très fondamental. Aujourd'hui, on est en train de militer. On a une balance, juste pour rappel, on importe 40 milliards de dollars et on exporte 27 milliards de dollars. Je parle de chiffres qui sont très rafraîchis. Alors il faut changer de donne si on veut rattraper ce gap et inverser en fait la tendance. Bien. Si on remarque en fait les 10 dernières années, je parle des statistiques les plus mises à jour, on a eu en fait une croissance réelle du chiffre d'affaires exportable marocain. On a eu une croissance aussi de la valeur. C'était le valeur, mais aussi les volumes. Les deux ont connu une croissance réelle. Mais la valeur ajoutée, par rapport aux normes mondiales, elle n'a pas vraiment suivi. Elle a connu une croissance. Oui, c'est une réalité, mais pas par rapport aux grandes tendances mondiales. Alors, si nous sommes en train de parler de cela, c'est de l'investissement dans le capital immatériel. D'accord. Port de Tangemed, en 2 petits mots. Là, on est en train de voir des images sur les écrans du simulateur. On est en train de voir aussi des images des ingénieurs marocains, d'accord, qui sont en train de travailler. C'est le capital immatériel marocain. Tout à l'heure, on était en train de dire est-ce que c'est 3,5 millions, est-ce que c'est plus, est-ce qu'on est en train de parler de 9 millions ou comment les dépasser. En réalité, la capacité d'import, pour faire très très simple et pour vulgariser, c'est une superficie. D'accord. Là, on est en train de parler de 2 nouvelles superficies. On est en train de parler quand même de 70 hectares plus 54 hectares. C'est 124 hectares de nouveaux qui se rajoutent. Mais on parle aussi de système de gestion. On parle aussi de stacking, bien sûr, vertical. On est en train de stacker sur 5 conteneurs pour le plein, 6 conteneurs pour le vide. Mais on est en train de parler de système de gestion. On est en train de parler de performance. De qui ? Des managers et des cadres, mais et aussi en fait des employés marocains qui sont sur le terrain, qui sont en train de battre du record. Donc c'est le capital immatériel marocain. On est en train de parler en fait d'un port qui a été réalisé en grande partie grâce à une ingénierie marocaine. C'est très fondamental. Donc on n'est pas uniquement en train d'importer du savoir-faire comme c'était le cas avant. Là aujourd'hui, on dispose d'une ingénierie portuaire et supraportuaire parce qu'on parle d'un hinterland industriel, logistique, etc. Et qui est clusterisé. Il y a en fait une des filiales de Tangemed s'appelle Tangemed Engineering. Absolument. C'est des compétences marocaines qui non seulement elles sont en train justement d'équilibrer cette donne en termes d'import et d'export de savoir, mais ils sont en train d'exporter le savoir-faire marocain de par rapport à des provider, pays. Ce que je disais. Est-ce que d'ailleurs le directeur général d'APM Terminal ici au Maroc, hollandais, qui était sur un des plateaux de Média TV, notamment celui d'Eco-Débat que humblement je présente, et qui me l'a annoncé, le Maroc est aujourd'hui un talent provider en ce qui concerne les métiers du portuaire grâce à ce complexe Tangemed. Donc ça ne devrait pas s'arrêter là. Bon, on aimerait bien quand même garder nos talents au Maroc, Amine Laridi. On peut réfléchir en fait dans une logique. Moi, j'ai toujours milité pour cette logique d'accompagnement des cadres marocains à l'étranger. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens en fait sont en train de faire cela. C'est toujours un travail d'équipe. Quand vous avez un cadre marocain qui devient directeur ou directeur général d'une multinationale à l'étranger, c'est toujours un plus pour le Maroc. C'est un ambassadeur pour son pays. Très souvent, c'est une manière de faire connaître le potentiel du Maroc en tant que hub. C'est très souvent, il crée de nouvelles opportunités pour le commerce et pour les exports. Je reviens en fait au cœur de votre question. Comment
relire justement les accords de libre-échange par rapport à cela. Alors, il faut dire que la plupart des accords de libre-échange du Royaume du Maroc sont des accords politiques, d'accord ? Et très souvent, c'était des accords, il y a le volet économique qui est très présent, qui est au cœur, mais il y a aussi le volet politique, il faut le dire. Et pour tous ces accords, à l'exception d'un seul, on a été sollicité. C'est-à-dire que ce n'était pas une initiative du Maroc. Le seul accord où le Maroc, qu'on est toujours en cœur de négociation, c'est celui avec la CEDEAO. J'espère qu'on aura, et il y a tout le soutien politique en fait, des pays de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. C'est très important pour nous. Maintenant, pour les autres, il faut les relire avec un nouvel état d'esprit. D'accord, on parlait tout à l'heure justement de faire valoir le Made in Morocco. Aujourd'hui, quand vous avez des délégations étrangères qui viennent, qui voient le pharmaceutique, l'automobile, qui voient en fait le chimique, qui voient tout ce qu'on est en train de faire, c'est un game changer. Ouais. Mais on est aussi un enabler. Tout comme on est une zone de distribution, ou là, un port de distribution, ou là, un hub de distribution pour l'Afrique. C'est-à-dire quelque chose qui puisse, un facilitateur. Absolument. Voilà, juste pour un catalyseur et un facilitateur, comme vous l'avez si bien dit, pour aussi les exports africains. On a cet engagement par rapport en fait à notre continent. On va y revenir par la suite, mais on se doit aussi d'être un atout, un tremplin d'export par rapport à pas mal de denrées agroalimentaires, minières, etc., qui peuvent être transformées en un premier temps dans les pays africains, parce qu'il s'agit de créer en fait de la valeur contingente, transformer avec de la valeur ajoutée en fait encore plus développée ici au Maroc, avant d'aller selon un carnet d'ordre en fait qui est mondial. Le problème qu'on a, c'est que quand vous comparez, et là encore une fois je parle de statistiques, les exports libres, c'est-à-dire les exports qui sont faits en fait par des entreprises marocaines, grandes, petites, moyennes, etc., par rapport au marché mondial, et celles qui sont faites dans du tailor-made, c'est-à-dire du sur-mesure par rapport à des donneurs d'ordre mondiaux, on peut les citer, Renault, Peugeot et compagnie, la valeur ajoutée, elle ne réside pas dans les exports libres. La valeur ajoutée, elle est, et là je parle de statistiques, dans ceux qui sont sur mesure. Alors il faut encourager cela pour que ça joue un effet de locomotive, mais il faut aussi, d'accord, augmenter la valeur. Il suffit de voir pour Renault, on va le nommer, d'accord, et aussi pour la nouvelle usine en fait de PSA, de Peugeot Citroën, on est passé en fait le taux d'intégration nationale est en train d'augmenter, ce qui veut dire en fait qu'il y a des pièces nobles qui sont produites pour utiliser jargon métier ici au Maroc, il y a de l'ingénierie marocaine, etc. On parle de 40% de taux d'intégration. Peugeot prévoit carrément d'exporter les moteurs. Absolument. Donc c'est de la valeur ajoutée pure, d'accord, avec tout ce qui est contrôle qualité, donc c'est de l'emploi à forte valeur ajoutée qui sont établis là, etc. Pourquoi ne pas en créer ce modèle aussi par rapport à d'autres industries telles que l'agroalimentaire, on en parlait tout à l'heure. Et les accords de libre-échange dans tout cela, juste pour clôturer cette question. Alors l'agroalimentaire, je vais faire en fait un focus par rapport à ça dans le cadre en fait des accords de libre-échange. Aujourd'hui, on est en train d'exporter par rapport à des donneurs d'ordre dans une logique en fait de point de découplage, de point de séparation qui est basée sur le push. On pousse par rapport à un marché, d'accord. En arrivant là-bas, basé sur des accords, des contrats, etc. On essaie de s'arranger tant bien que mal. Ça fonctionne très bien pour certains secteurs, pour d'autres pas. Aujourd'hui, pourquoi ne pas inverser la donne? Pourquoi ne pas commencer à produire pour des donneurs d'ordre mondiaux, d'accord, de grands supermarchés, des grandes centrales d'achat, des grandes entreprises agroalimentaires, avec du sur-mesure, où on s'engage sur une certaine qualité, ils investissent en amont sur le terrain, ils investissent dans des zones logistiques en fait, de stockage et de contrôle qualité au Maroc, ils investissent aussi dans de la transformation, semi-transformation en pâte, en concentré, etc. Pour l'export, c'est du sur-mesure, c'est du contrôle qualité, c'est de la forte valeur ajoutée, en attendant d'exporter avec une brand qui nous tient tous à cœur, qui est la brand Made in Morocco. Et le beau drapeau que vous arborez sur votre gauche, en tout cas, et sur le cœur que nous portons tous, bien évidemment, heureusement. Alors, vous avez parlé donc du positionnement sur l'agroalimentaire. Bien sûr, l'automobile, nous sommes sur les rails. Aéronautique, pareil. Absolument. Beau décollage, en tout cas, de chimique aussi. Et agroalimentaire, ce qui m'amène à parler de l'Afrique. Bien sûr. Et bien sûr, nous le savons, l'Afrique est un continent jeune, est un continent aussi où cet aspect, où, en tout cas tous les secteurs, soient-ils chimiques ou agroalimentaires, ont leur place. Comment, selon vous, justement cette ouverture maritime du pays, du Maroc, à travers le lancement des opérations aujourd'hui de Tanger Med 2, pourra donner un boost à cette intégration régionale et au commerce intra-régional africain qui est, rappelons-le, est encore un peu au ralenti? Bien. Alors, je suis sûr et certain que Tanger Med 2 aura un impact sur les accords de la CEDEAO. Sûr et certain, parce que sur les 15 ou 17 pays au niveau de la CEDEAO, ça ne peut être qu'une valeur ajoutée en termes, que ce soit le 1 ou que ce soit le 2. Maintenant, si on analyse le développement des relations du Maroc sud-sud, toujours, c'est le Maroc qui était vers l'ancrage en termes des pays, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, RDC, etc. Le port Tanger Med 2, à travers les routes qui vont être tracées, si je prends la partie, on va dire la partie ouest, la partie est plutôt, c'est
c'est un chemin de compétitivité qui n'est pas possible pour les entreprises marocaines. Maintenant, charge à nous d'avoir ce qu'on appelle les data, les données, des éléments d'information qui sont très importants pour pouvoir y aller chercher des niches de positionnement du Maroc au niveau des pays sur lesquels on peut être desservi à travers Tangemed 1 et Tangemed 2. Ça, c'est très important. Maintenant, quand on parle de data, on parle d'un aspect qui est fondamental en stratégie, qui est l'intelligence économique, et qui va dire, à un moment donné, il faudrait qu'on se positionne pas au niveau de la... On l'est déjà au niveau de la diplomatie, parce que le retour à l'UA, c'était un grand achèvement. Et il faudrait aujourd'hui que la partie économique puisse suivre la partie politique, parce que c'est important d'y aller chercher. C'est le cas aujourd'hui, un peu quand même. Il y a des... C'est le cas, mais c'est pas totalement, parce que quand on ne connaît pas notre marché local, et quand on ne connaît pas, par exemple, dans des secteurs d'activité qui a des structures familiales, qui font des chiffres d'affaires qui sont très élevés et qui sont capables d'y aller en Afrique, on a une méconnaissance de l'information. Maintenant, l'infrastructure est là. Toutes les connexions technologiques qui sont là. Enfin, on a des choses qui sont très importantes, qui sont mises en place, Tangemed 1 et Tangemed 2. J'ai envie à ce qu'on aille vers la recherche d'informations au niveau local pour voir quelles sont les opportunités qui sont offertes au niveau d'un certain nombre de pays, et que Tangemed peut être un catalyseur de compétitivité. Une réaction peut-être, parce qu'il nous reste peu de temps, Amine Laridi, par rapport à ce volet africain. Alors, sur deux axes, c'est toujours dans la même continuité. Le dernier rapport de la BAD, parce qu'on part toujours en fait de données structurées et qui sont fiables, il parle justement de cette faiblesse du commerce interafricain, d'accord, et d'un manque à gagner qui est énorme. Et le Maroc, il suffit de lire le haut discours de Sa Majesté à l'occasion du retour à l'Union africaine, à Addis Abeba, pour se rendre compte justement qu'on vient avec une vision par rapport au continent, qu'on a besoin de jouer une locomotive. Et quand on joue justement ce rôle de locomotive, on a besoin de créer de nouvelles idées, sortir en fait des sentiers qui sont bâtis. Tiens. Alors pour parler en fait d'intercommerce, automatiquement il faut des infrastructures. Hein. Exactement. Mais quand on parle d'infrastructure, parce que il est clair que le commerce intra-africain en tout cas et intra-régional dans notre continent souffre d'infrastructures, notamment routières. Mais qu'en est-il du maritime, puisque aujourd'hui notre sujet c'est le maritime. Je viens à mon point focal. On ne va pas attendre qu'il y ait des chemins de fer, qu'il y ait suffisamment d'autoroutes pour développer tout cela. D'accord. 13 des 15 pays de la CEDEAO sont automatiquement des pays qui ont une sortie maritime, mais les autres sont intégrés. Absolument. Donc automatiquement, pourquoi ne pas développer une ligne maritime, d'accord, qui prend son départ de Tangemed, qui fait en fait la tournée Casablanca, Agadir, Lyon, Dakhla, et qui continue en fait vers tout le ouest africain, le centre africain en descendant même jusqu'en Angola, et qui fait en fait le retour. Les volumes sont là. Donc d'une part, on pourrait en fait créer des opportunités pour les exports marocains, on pourrait créer des opportunités pour le commerce interafricain, parce que dans chaque arrêt en fait on récupère de la Guinée-Conakry, on peut déposer en fait à côté au Libéria, on peut récupérer de la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. C'est pas là, et c'est très intéressant que vous souleviez ce point parce que ça me fait une transition. La supply chain de la logistique, qui a été lancée, rappelons-le, dans le cadre du lancement de la stratégie de la logistique par Sa Majesté le Roi Mohamed VI en 2010, c'était. Est-ce qu'il n'est pas temps d'activer cette supply chain de la logistique pour justement avoir plus de connectivité et notamment vers notre continent. Et de lui donner une dimension internationale. Aujourd'hui, on ne peut plus parler uniquement de couple produit-marché, on n'est plus dans les années 60-70. Aujourd'hui, on se doit de se focaliser sur des opérateurs clés. D'accord. Tangemed, c'est une réussite qui est aussi due au fait qu'on a fait du co-branding. Les gens pouvaient se poser la question 2005, 2006 et 2007 lors de l'opérationnalisation où ils connaissaient géographiquement Tanger, mais pourquoi aller avoir mes bateaux là-bas à Tanger alors que ça coûte très très cher de changer en fait une route maritime. On est au croisement de deux grandes autoroutes maritimes qui est la AE1 qui descend en fait de l'Asie via Tanjung-Pelepa, Singapour et en arrivant jusqu'en Europe, et l'AFR, d'accord, sans parler de celle qui nous connecte en NAM, North America, et SAM, South America. Mais ces deux-là, déjà, pour déployer en fait des ports du Nord et venir au Sud, il fallait faire confiance, d'accord. Alors, automatiquement, le co-branding avec APM Terminal, qui fait partie du groupe Maersk, APM Mother Maersk, etc., OK, APM est là-bas, donc OK, je fais confiance. C'est la même chose qu'on a joué aujourd'hui par rapport, en fait, et une belle réussite, par rapport à l'automobile et par rapport à d'autres industries. Pour développer, il faut que les gens aient confiance, d'accord. Donc, pour que la logistique aussi
pour revenir à votre... Il faut passer à une logique de value chain et non plus de Exactement. supply chain, c'est la value chain. Il faut sortir uniquement de cette logique. On est en train de promouvoir en fait les exports marocains. Mais les exports marocains, ils vont profiter quand on aura justement les plus grandes centrales d'achat mondiales spécialisées qui sont ici au Maroc, dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, dans l'aéronautique, qui achètent pour de grandes industries et qui ne sont pas forcément dépendantes d'une marque. Elles achètent en masse pour revendre en masse. Ça nous fera prévaloir en fait des niches de marché qu'aujourd'hui auxquelles on ne pense pas. Je pense régionalisation avancée, je pense aux 12 régions en fait du Maroc, mais aussi de faire positionner le Maroc comme encore une fois un enabler, un catalyseur des exports africains, parce que c'est comme ça qu'on développera justement le volet politique. Il est excellent avec la majorité des pays frères en fait dans le continent et on compte le développer encore plus. Mais l'économique, il permet en fait une durabilité. D'accord. Quand vous aidez les pays africains à s'exporter, à créer de la valeur, à créer en fait de la richesse, c'est une interdépendance en fait qui est continue. Je parlais tout à l'heure en fait de la route d'une mini route maritime en fait entre le Maroc etc. qui est adaptée par rapport à une taille de bateau, par rapport au port africain ainsi de suite. On n'a pas besoin d'avoir des bateaux qui ont besoin de 16 mètres de tirant d'eau. Il nous suffit d'avoir des conros, c'est-à-dire des bateaux qui font le ro-ro, le camion en fait et le conteneur, d'accord, qui font aussi le ropac, c'est-à-dire le passager et le camion aussi, et des petites et des moyennes capacités mais avec des rotations qui sont hebdomadaire, mais il y a aussi un besoin en fait de changer différemment. Je vais vous donner un cas qui est très simple et pour illustrer en fait mes propos. Aujourd'hui, l'automobile c'est un succès. Ok, pourquoi ne pas penser à développer une co-brand avec les investisseurs déjà projets au Maroc, mais destinés à l'Afrique? Pourquoi? Pour par exemple le transport des passagers entre les grandes villes et entre en fait les villages africains. Ils n'ont pas besoin d'avoir des bus de 51 personnes ou de 49 personnes. Ils ont besoin d'avoir des passagers. C'est pour développer aussi tout ce qui est en fait véhicule utilitaire avec une brand mixte, marocaine et étrangère, avec un tissu économique qui est basé ici et qui est destiné à l'Afrique, mais où l'assemblage final, où il y a une création de valeur qui se fait dans les pays hôtes africains. Donc on a créé de la richesse chez nous, on a créé de richesse pour l'investisseur étranger, mais on a aussi par rapport au destinateur final dans le pays africain. Et c'est là que réside justement cette clé de voûte. Tout à l'heure, on parlait de Chinois, Confucius et Lao Tzu, ils sont d'accord pour l'art de transformer la faiblesse en force. Exactement. Et c'est ce qu'on se doit de commencer à faire aussi peut-être. Transformer la faiblesse en force. De la philosophie chinoise aujourd'hui sur ce plateau. Oui, un dernier mot peut-être, professeur Ghasmi, parce que malheureusement, le temps de l'émission est pratiquement écoulé. Alors, universitaire comme je suis, moi j'ai envie qu'on lance des études d'impact. Très important parce que Tangemed 1, on n'a pas lancé d'études d'impact. Et quand je parle d'études d'impact, qu'est-ce que ça a créé en termes culturels, économiques, en termes sociaux, etc. On a beau dire qu'il y a de l'emploi, mais qu'est-ce que ça a créé pour la ville de Tanger? Pas uniquement l'emploi. Qu'est-ce que ça a créé d'une manière culturelle? L'impact, pas uniquement en termes d'écosystème, mais aussi la valeur ajoutée qui est créée. Parce que on va dire, c'est une première réalisation, donc il n'y a pas deux en Afrique. C'est une première réalisation. J'imagine, on a dépassé, comme on avait dit, Cape Town et puis Alexandria. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on valorise. Et nous, universitaires, on est prêts à travailler sur des études d'impact qui vont valoriser un petit peu l'impact social, l'impact économique, l'impact culturel de Tangemed. Parce que c'est vrai, c'est une prouesse, mais aussi c'est une philosophie derrière, on va dire, c'est un enchaînement derrière de connaissances, etc. Une vision. Exactement. Absolument, une vision donc concrétisée, une vision royale, clairement, concrétisée d'abord par ce Tangemed 1 et les prouesses de cette première phase de ce complexe portuaire Tangemed, avec ses 3,5 millions de conteneurs, et aujourd'hui ce lancement des opérations de Tangemed 2, des opérations qui ont été donc lancées officiellement aujourd'hui par son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, représentant Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et c'était donc d'ailleurs l'objet de cette émission spéciale que nous vous avons présentée en direct depuis Rabat et aussi grâce à nos équipes déployées sur place à Tangemed et bien sûr grâce aux éclairages de mes deux invités, Karim Ghasmi et Amine Laridi, que je remercie vivement pour les éclairages qu'ils ont apportés à cette émission. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.